d'être là nombreux non, pour cette séance. Mes chers collègues, il nous faut tout d'abord procéder à une désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi adoptée par le Sénat pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, dont l'examen en séance est prévu le 6 mars prochain dans le cadre de la journée réservée du groupe démocrate, et c'est en premier point de l'ordre du jour. Pour ce texte, nous avons été informés par le groupe démocrate de la candidature de M. Pascal Lecamp. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose donc de considérer que M. Lecamp est désigné comme rapporteur sur cette proposition de loi. Voilà. Bravo à lui. Bon, je crois que ça va aller. La Commission des affaires économiques a créé le 18 septembre dernier une mission d'information sur le New Deal mobile. Il s'agissait d'ailleurs, comme pour d'autres missions, d'une recréation, puisque cette mission qui avait débuté au printemps dernier a été arrêtée lors de la dissolution de l'Assemblée nationale le 10 juin, et ces travaux ont donc été interrompus. Nos collègues Jérôme Nury et Éric Bothorel avaient été désignés rapporteurs de cette mission, et nous allons donc avoir le plaisir de les entendre nous présenter ce rapport très attendu, dont le projet vous a déjà été communiqué en fin de semaine dernière. Nous avons noté dans ce projet de rapport que vous estimez que ce programme, qui visait à remédier à l'insuffisance couverture mobile du territoire, était novateur dans son fonctionnement, ambitieux dans ses objectifs et reposait sur une gouvernance adaptée, mais tout en permettant des progrès, s'était heurté à des problématiques structurelles. Je sais que vous allez nous expliquer plus précisément en quoi consistent ces difficultés et nous expliquer pourquoi vous appelez de vos voeux un second volet ciblé pour ce programme. Il s'agit bien évidemment de questions auxquelles nos concitoyens sont très sensibles, qui les touchent dans leur quotidien, notamment dans certaines zones rurales, parfois montagneuses ou moins peuplées, qui sont déjà difficilement desservies par d'autres infrastructures ou services publics. Je vous remercie au nom de la Commission pour le travail mené et les nombreuses auditions conduites. Je ne doute pas que nous trouverons les moyens les plus efficaces pour soutenir de façon transpartisane la douzaine de propositions que vous formulez dans ce rapport. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes afin que vous puissiez nous présenter une synthèse de votre rapport, après quoi nous entendrons les multiples orateurs de groupe, chacun pour 3 minutes maximum, afin de vous laisser au moins 1 minute pour leur répondre aussitôt, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question, en vous invitant à répondre, là encore, aussitôt à chacun d'entre eux. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le rapporteur, cher Jérôme, mes chers collègues, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui les conclusions de notre mission d'information sur le New Deal mobile, demandée lors de la précédente législature, comme vous avez su le rappeler à l'instant, et créée en septembre 2024. Je souhaite d'emblée remercier mon co-rapporteur Jérôme Nury pour le travail accompli ensemble, pour les réflexions partagées et les questions posées, sans jamais prêter le flanc au simplisme ou aux solutions toutes faites. Et puis, nous sommes au lendemain du sommet sur l'action de l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses ont été dites autour des infrastructures. Il est peut-être temps aussi de souligner l'excellence de notre filière en matière de transport des communications. Et là, le sujet s'y prête, parce qu'il n'y a pas de chat Mistral sur le smartphone s'il n'y a pas de 4G ou de 5G disponible. Donc les opérateurs télécoms sont remerciés de l'effort qu'ils fournissent aussi à l'émergence de ces nouvelles technologies. Permettez-moi de vous parler d'évolution de notre couverture mobile, dynamisée par un dispositif audacieux et novateur que nous connaissons sous le nom de New Deal Mobile. Ce projet lancé en 2018 dans le cadre d'un partenariat inédit entre le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs a permis d'offrir plus de 99% de concitoyens un accès de qualité aux services de télécommunications, tout en posant les jalons d'une modernisation profonde de notre territoire. Son succès est d'autant plus remarquable que les programmes antérieurs au New Deal mobile, même s'ils visaient à stimuler l'innovation et les investissements, se sont principalement concentrés sur les zones denses, laissant les territoires moins rentables et les zones rurales en marge. En outre, la complexité de leurs mécanismes de cofinancement et l'opacité de leurs coûts réels ont entraîné un déploiement lent et partiel de la couverture mobile, incapable de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de service. Par contraste, nous mesurons avec satisfaction, je pense qu'elle est très largement partagée, la réussite du New Deal mobile. En témoigne le déploiement massif de la 4G, plus de 50 000 sites installés entre 2017 et 2022, et la mise en œuvre du dispositif de couverture ciblée qui a permis de desservir près de 5 000 zones rurales, jusque-là mal ou peu couvertes. Ces avancées représentent une double révolution technologique et en matière d'aménagement du territoire. Nous tenons à rappeler que ces réussites n'auraient pas été possibles sans l'accord audacieux conclu en janvier 2018 entre le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs. Cet accord, par lequel les attributions de fréquences dévolues aux opérateurs ont été conditionnées à diverses obligations d'aménagement numérique du territoire, a constitué le socle de notre transformation digitale. Et nous tenons à saluer également la remarquable coordination de l'ensemble des parties prenantes du New Deal mobile, coordination qui permet aujourd'hui à l'immense majorité des Françaises et des Français de bénéficier d'un réseau mobile efficace au service de leur sécurité et de l'attractivité des territoires.
En dressant le bilan de ce dispositif, 7 ans après son lancement, nous constatons, à l'aide de statistiques probantes, des progrès considérables en matière de couverture en très haut débit mobile, de connectivité des axes de transport, de couverture indoor, ainsi que de 4G fixe. Incontestablement, le New Deal mobile a engendré d'importantes retombées économiques. Il a stimulé les investissements privés pour la construction de nouveaux pylônes 4G, facilité l'accès à l'Internet mobile et permis le développement d'infrastructures essentielles. Par ailleurs, nous avons assisté à une transformation du modèle économique des opérateurs qui ont vu leurs investissements annuels passer de 2,7 milliards d'euros sur 2012-2017 à 3,4 milliards d'euros sur 2018-2023 et nouer des partenariats stratégiques avec les tower companies, celles qui fabriquent les pylônes, pour externaliser les déploiements imposés. Nous devons toutefois rester attentifs au phénomène structurel de réduction des emplois directs dans ce secteur qui témoigne de l'intensification de la concurrence et de la guerre des prix. Chers collègues, vous savez comme moi, un bilan satisfaisant n'est pas exempt de critiques ou de recommandations ou de perspectives. Force est de constater que les difficultés subsistent et continuent d'empêcher un déploiement homogène du réseau mobile sur l'ensemble du territoire hexagonal. Ainsi, dans les zones littorales, que je connais, que je côtoie, que d'autres ici connaissent et côtoient aussi, le cadre juridique et réglementaire existant entrave l'installation des antennes en raison de principes de continuité d'urbanisme. De plus, la reconfiguration du modèle économique de certaines towerco, dont je parlais tout à l'heure, soulève d'importantes problématiques de disponibilité du foncier, impactant la rapidité et la qualité du déploiement des infrastructures. Par ailleurs, dans de nombreux trains régionaux, les voyageurs peinent encore à bénéficier d'un réseau mobile de qualité. Je ne vous parle pas des trains nationaux quand il s'agit de faire Montparnasse-Guingamp 2 fois par semaine. Face à ces constats, il nous apparaît essentiel de renforcer l'efficacité et la transparence du New Deal mobile jusqu'à la finalisation de son déploiement. Pour cela, nous estimons indispensable d'assurer un suivi rigoureux de ces objectifs. C'est pourquoi nous proposons, avec mon collègue Jérôme Nury, par exemple, d'ouvrir l'accès aux données collectées par la NCT dans le cadre du dispositif des couvertures ciblées. Dans le secteur ferroviaire, malgré une progression de 15,5 points de tests de navigation web entre 2018 et 2023 et l'objectif de couvrir 90% des trains d'ici 2025, la qualité du signal reste insuffisante en raison des contraintes techniques inhérentes au matériel roulant et aux infrastructures. C'est pourquoi nous considérons qu'inscrire les usages ferroviaires comme prioritaires sur les bandes de fréquences plus capacitaires constitue une avancée essentielle pour offrir aux voyageurs une connectivité stable et performante. Par ailleurs, nous devons pleinement embrasser les innovations technologiques, car il ne s'agit pas seulement de consolider le dispositif du New Deal mobile, mais également d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives pour l'avenir. Ainsi, l'émergence des constellations de satellites à orbite basse, à l'instar de certaines entreprises américaines, que je ne citerai pas, mais d'autres, OneWeb ou de certains projets européens, offrent en effet une solution complémentaire pour couvrir les zones les plus isolées, qu'elles soient montagneuses, maritimes ou ultramarines, et où les infrastructures terrestres peinent parfois à répondre aux besoins. L'intégration de cette dimension satellitaire dans le cadre d'un éventuel New Deal Mobile 2, c'est la proposition numéro 9, permettrait de garantir une couverture universelle, même pour les territoires les plus difficiles d'accès, tandis que l'encouragement à intensifier les recherches en matière de solutions d'intégration de technologies satellitaires, notamment par la SNCF, favoriserait une synergie entre nos réseaux existants et ces nouvelles solutions, renforçant ainsi notre indépendance technologique. Pour conclure, car voilà le temps venu de conclure ce cheminement de recommandations, j'attire votre attention sur notre proposition numéro 12 qui revêt une importance, me semble-t-il, capitale. Classer les infrastructures télécom parmi les biens essentiels, les intégrer dans un cadre juridique adapté garantirait leur protection et leur résilience, assurant ainsi la continuité opérationnelle de notre réseau au cœur des enjeux de sécurité et d'attractivité de nos territoires. C'est un parlementaire breton frappé par les tempêtes qui vous le dit. En protégeant ces infrastructures stratégiques, nous affirmons notre volonté de bâtir un système numérique fiable, capable de relever les défis de demain. Nous réaffirmons ainsi notre engagement pour une couverture mobile de haute qualité, accessible à tous et résolument tournée vers l'avenir. Chacune de ces mesures s'inscrit dans une logique de progrès et de modernisation afin d'offrir à nos concitoyens un réseau performant à la hauteur des exigences de notre époque. Permettez-moi désormais de passer la parole à mon collègue, mon cher rapporteur Jérôme, si le président me le permet, à moins que nous repassions par votre intermédiaire, qui poursuivra notre exposé en abordant les pistes complémentaires visant à aménager le territoire, développer le New Deal mobile et surmonter les obstacles persistants devant cette audience en délire et en passion. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, cher Eric, chers collègues, d'abord, je veux remercier pour leur professionnalisme et leur disponibilité Paul Klotz et Julien Bricot, nos deux administrateurs. Je veux également remercier mon collègue rapporteur pour cette présentation éclairante des mesures visant à renforcer et à clarifier le dispositif existant, mais également pour son apport et son expertise fine sur le sujet du numérique. Permettez-moi de poursuivre en abordant les propositions complémentaires qui, à mon sens, constituent la suite logique de notre engagement pour une couverture mobile universelle et de qualité.
Nous devons repenser l'ensemble de nos dispositifs en tenant compte des réalités de terrain. Dans de nombreux territoires, notamment au sein des zones rurales et littorales, les infrastructures actuelles peinent à répondre aux exigences de mobilité et d'accessibilité des populations locales. Ces difficultés liées à des critères de sélection parfois inadaptés et à des freins réglementaires nous obligent à agir de manière concertée et pragmatique. Tournons d'abord notre regard vers l'avenir et penchons-nous sur le sujet de l'extension des infrastructures existantes. La proposition numéro 7 que nous faisons, qui à mon sens la principale et la plus importante, vise à prévoir le déploiement de 1500 à 2000 nouveaux pylônes supplémentaires dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Il s'agit d'un investissement stratégique destiné à desservir les regroupements de population à faible densité, souvent laissés en marge des déploiements classiques, et pour lesquels le New Deal numéro 1 n'a pas permis de régler les problèmes de couverture. Ce renforcement de l'infrastructure permettra non seulement d'améliorer la qualité du réseau, mais aussi de réduire les disparités territoriales qui subsistent encore aujourd'hui entre les villes et les campagnes, les territoires urbains et les territoires ruraux. Par ailleurs, il apparaît indispensable de revoir nos critères de définition des axes routiers prioritaires. Si le dispositif du New Deal mobile affiche des taux de couverture 4G remarquablement élevés sur les axes routiers définis comme prioritaires, force est de constater que la définition actuelle reste parfois trop restrictive, en particulier dans nos territoires ruraux et montagneux. Dans ces zones, des routes à trafic modéré jouent un rôle crucial dans la mobilité locale et leur exclusion du dispositif prive nos concitoyens d'un accès de qualité. C'est pourquoi nous proposons d'assouplir les critères de définition de ces axes afin de prendre en compte les réalités locales et de garantir une couverture équitable pour tous. Nous faisons également face à des obstacles d'ordre réglementaire qui entravent l'installation rapide des infrastructures. Ces blocages tiennent à deux facteurs. D'une part, des difficultés subsistent dans les procédures d'autorisation administrative, particulièrement lorsque les antennes ont vocation à être implantées au sein de zones à forte sensibilité environnementale. Et d'autre part, des difficultés techniques peuvent parfois complexifier l'installation ou le raccordement électrique d'antennes relais, notamment dans les zones montagneuses et isolées. Dans nos zones littorales, l'application stricte de la loi littorale freine considérablement le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile, bloquant près de 45% des projets prévus et compromettant l'accès au réseau indispensable tant pour l'attractivité touristique que pour la sécurité des populations. Conscient de ces enjeux et en écho à la proposition de loi présentée par mon collègue rapporteur sous la précédente législature, il apparaît urgent de créer dans le Code de l'urbanisme une nouvelle dérogation spécifique aux infrastructures de téléphonie mobile. Cette mesure permettrait d'alléger les contraintes liées à la loi littorale tout en préservant nos équilibres environnementaux, offrant ainsi une solution pragmatique pour accélérer le déploiement de réseaux robustes et garantir un accès équitable aux communications électroniques sur l'ensemble de nos territoires littoraux. Le raccordement des antennes mobiles au réseau électrique constitue également une étape déterminante, pourtant souvent alourdie par des procédures complexes. En effet, le succès et la rapidité du raccordement varient selon la proximité des antennes au réseau préexistant. Dans bien des cas, une double maîtrise d'ouvrage est nécessaire, engendrant ainsi des délais moyens de près de 9 mois pour concrétiser un raccordement. Ces retards, qui compromettent l'atteinte des échéances réglementaires du dispositif de couverture ciblée, risquent de retarder l'ensemble des objectifs du New Deal mobile. C'est pourquoi nous appelons, avec la proposition numéro 4, à l'adoption d'une nouvelle disposition au sein du Code de l'énergie, fixant un délai maximum et maximal de raccordement des antennes mobiles dès l'acceptation de la convention, afin d'accélérer le déploiement de notre réseau et d'assurer un accès équitable aux communications pour tous. Conscient que des difficultés techniques peuvent également entraver l'installation des infrastructures, nous souhaitons conditionner la désignation des sites par les équipes projets locales à l'engagement préalable de la collectivité pour le financement du raccordement lorsque la distance dépasse 30 mètres. Cette mesure pragmatique permettra d'éviter que des obstacles logistiques ne compromettent la bonne marche du dispositif. Mes chers collègues, j'aimerais aussi évoquer avec vous la question de la disponibilité de la sécurisation du foncier en matière de déploiement des antennes relais. Ce sujet a occupé une part substantielle de nos réflexions au cours de la mission. Autrefois, les opérateurs construisaient eux-mêmes leurs antennes, mais aujourd'hui, ils se tournent de plus en plus vers des sociétés spécialisées appelées TowerCo pour bâtir et gérer ces infrastructures.
Ce modèle présente l'avantage pour l'opérateur télécom de dégager des marges et de se concentrer sur ses services. Cependant, il engendre aussi nombre de difficultés. Certains acteurs émergeant en quête de profit rachètent à des propriétaires terriens des baux noués avec d'autres towerco et arrivant à échéance. Puis, ils obligent les towerco propriétaires des infrastructures existantes à céder leurs baux ou à les retirer, espérant d'elles qu'elles leur revendent leurs pylônes à prix coûtant. Ce phénomène peut conduire à des pertes de couverture et à l'apparition de pylônes dits orphelins. Pour remédier à cette situation, nous souscrivons pleinement à l'objectif de l'article 17 du projet de loi de simplification qui fait évoluer le mandat d'opérateur prévu par la loi REEN de 2021 en le rendant exigible non plus seulement sur les terrains nus, mais également dans les hypothèses de renouvellement des baux. Ce dispositif permettra de préserver la continuité de la couverture et d'assurer un service de qualité pour tous nos territoires. Enfin, un enjeu de taille reste la transition technologique nécessaire pour accompagner la modernisation de notre réseau. Le décommissionnement des réseaux 2G et 3G, bien que justifié par l'essor de la 4G, impacte des secteurs essentiels, tels que la télésurveillance, la téléassistance, les ascenseurs et bien d'autres, qui dépendent encore de ces technologies. Pour éviter une rupture brutale et protéger ces services vitaux, la proposition numéro 11 que je défends seule vise à octroyer aux industriels un délai supplémentaire de 2 ans pour le décommissionnement des réseaux 2G et 3G, assorti d'une exonération de l'IFER mobile pour les opérateurs concernés. Cette mesure pragmatique, en alignant le calendrier de transition sur les réalités industrielles et en allégeant la pression financière sur les opérateurs, met l'intérêt général au-dessus des impératifs technologiques et garantit une modernisation harmonieuse de notre réseau. Je suis convaincu que ces mesures constituent des leviers indispensables pour consolider les acquis du New Deal mobile. Elles posent les bases d'une couverture plus fluide, mieux adaptée aux réalités de notre territoire et aux besoins de nos usagers. C'est avec détermination que nous souhaitons aller de l'avant dans l'optique d'un réseau plus performant et plus équitable pour nos concitoyens, notamment ceux qui se trouvent en campagne. Mes chers collègues, je suis convaincu que l'ensemble de ces mesures pourrait contribuer à transformer durablement notre paysage numérique, en conjuguant renforcement des infrastructures, adaptation des normes réglementaires et intégration de nouvelles technologies. Nous ouvrirons la voie à une couverture mobile exemplaire et résiliente, garantissant à chacun un accès optimal aux services de télécommunication. Je vous remercie de votre attention et vous invite, avec la même conviction que nous partageons avec Eric, à soutenir ces initiatives qui, ensemble, dessineront le réseau mobile de demain. Je vous remercie. Merci, messieurs les rapporteurs. Nous allons passer aux orateurs de groupe, aux nombreux orateurs de groupe ici présents. Et donc, je vais donner la parole à monsieur Antoine Gauliot pour 3 minutes. Et donc, 1 minute de réponse. Je donnerai la parole aux rapporteurs ensuite. Oui, merci Monsieur le Vice-président, messieurs les rapporteurs. Le rapport que nous examinons aujourd'hui porte sur un sujet devenu fondamental dans le quotidien des Français, celui de la couverture mobile de nos territoires. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre rapport qui permet de souligner que l'État sait encore être efficace. C'est suffisamment rare pour être soulevé. Le New Deal mobile est donc, dans l'ensemble, une réussite, particulièrement dans les zones blanches, centre-bourg. Les chiffres présentés sont d'ailleurs flatteurs. Plus de 99% de la population métropolitaine bénéficie d'une couverture 4G au 30 septembre 2024. Les axes routiers connaissent une couverture dans les mêmes proportions et le réseau ferré, quoique légèrement en retard, fait l'objet d'un travail renforcé pour garantir rapidement aux usagers une couverture efficiente à l'intérieur des trains. Je pense que les députés ici présents, habitués des allers-retours entre Paris et leur circonscription, savent toutefois que sur ce dernier point, la réalité est sans doute moins reluisante que les chiffres et cartes présentés par l'ARCEP. À cet égard, la plupart des problématiques que votre rapport soulève pourraient trouver une réponse satisfaisante par la voie satellitaire plutôt que par l'installation de pylônes. Vous soulignez à raison qu'à l'heure actuelle, la France ou l'Europe ne sont pas encore en mesure d'apporter des solutions en la matière et que s'en remettre à Starlink ou OneWeb poserait des problématiques évidentes en matière de souveraineté et de sécurité. Pour autant, la situation à Mayotte a encore montré récemment combien la voie satellitaire pouvait offrir une réponse fiable et pérenne aux territoires ultramarins, soumis à des aléas climatiques très variables, mais aussi aux zones montagneuses ou littorales soumis pour leur part à des conditions géographiques ou législatives spécifiques.
Voilà. Ma question porte donc sur l'opportunité que constituent ces réseaux non terrestres à l'heure actuelle. Y a-t-il des projets français ou européens qui nous permettent d'envisager un réseau satellitaire souverain et sécurisé dans les prochaines années, y compris pour le réseau Radio du Futur RFF prévu par la LOPMI? L'ARCEP est-elle d'ailleurs disposée à pousser ce sujet dans le cadre d'un New Deal Mobile 2? Je vous remercie. Merci. Monsieur Nury. Oui, chers collègues, nous avons effectivement demandé avec Éric Bothorel lors de nos auditions si l'avenir n'était pas, vous avez raison, de se tourner vers le satellite, puisqu'en fait, ce sont des technologies qui sont en train de se développer, qui sont aujourd'hui plutôt axées vers Internet et non pas vers la téléphonie mobile. Mais on sait que progressivement, nos appareils arrivent à se connecter en fait à des satellites. La technologie nous paraît aujourd'hui pas suffisamment évoluée à ce jour, notamment en Europe. Elle l'est plus, vous l'avez dit, au niveau des États-Unis. S'agissant de la radio RFF du futur, là aussi, nous avons auditionné les différents services qui gèrent ce réseau. Vous savez que cette radio du futur passe par la 4G et donc par la téléphonie actuelle. C'est tout simplement, en quelque sorte, les 4 opérateurs qui sont accessibles par cette technologie, qui fait que finalement, on arrive à maximiser et que l'on arrive à sécuriser surtout les accès en téléphonie mobile pour les forces de sécurité. Et donc, on est bien sur une technologie qui se sert de la 4G et non pas du satellite à l'heure actuelle. Après, dans le futur, il y aura certainement une réflexion à avoir au niveau national en termes de résilience et sûrement également en termes d'aménagement du territoire. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je propose qu'on fasse la prochaine intervention, puis ensuite qu'on suspende pour aller voter, puisqu'il reste deux orateurs dans l'hémicycle. Donc, je donne la parole à monsieur Pilato pour le groupe La France Insoumise. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, monsieur le Président, collègues. Tout d'abord, merci au rapporteur pour ce rapport aux recherches approfondies. Le New Deal mobile a été élaboré afin de pallier l'attribution des fréquences aux opérateurs mobiles par le biais d'enchères. Cette pratique laissait les zones rurales sur le côté, puisque peu lucratives, leurs investissements s'y retrouvant peu rentables. Le territoire français se trouvait toujours en 2018 avec une fracture territoriale et un retard en matière de couverture mobile par rapport à nos voisins européens. En 2017, l'indice DESI plaçait la France à la 24e position sur 28, s'agissant des écarts en matière de couverture mobile 4G. Le New Deal mobile annoncé en janvier 2018 par le gouvernement changeait la méthode. Les opérateurs se sont engagés à satisfaire des obligations de couverture et d'aménagement du territoire en échange d'un renouvellement gratuit des fréquences. Cela représente un manque de 3 milliards pour l'État. Cependant, selon une étude de l'ARCEP en 2023, le taux d'appel maintenu pendant 2 minutes et sans perturbation audible en zone rurale atteignait seulement 76% pour certains opérateurs, tandis qu'aucune zone dense n'était en dessous de 92%. Preuve que malgré l'argent public concédé, les zones blanches demeurent moins bien couvertes. Cela pose des questions d'équité sur le territoire national, mais aussi des problèmes de sécurité civile, car sans couverture mobile, la géolocalisation n'est pas possible pour nos secouristes. Autre disposition du New Deal mobile, les opérateurs ont l'obligation de couvrir en très haut débit mobile 90% des trains du quotidien d'ici au 31 décembre 2025, afin notamment de permettre l'utilisation du Wi-Fi à bord. Nous sommes nombreux à bord de nos trains respectifs à ne pouvoir nous connecter en continu à un réseau. Un problème qui persiste et que vous soulignez d'ailleurs dans le rapport. Messieurs les rapporteurs, dans vos conclusions, vous incitez au renouvellement des attributions conditionnelles de nouvelles fréquences en échange d'engagements précis sur le déploiement de pylônes supplémentaires dans ces zones faiblement pourvues. Il me semble qu'en vertu des millions de bénéfices engendrés par les opérateurs mobiles, ces conditionnalités devraient simplement être posées en contrepartie de l'octroi de fréquences, mais sans gratuité. La couverture de zones moins denses devrait naturellement faire partie des obligations faites aux opérateurs. Par ailleurs, ce New Deal mobile ne s'applique pas à l'outre-mer, décidément toujours en reste. À titre d'exemple, parmi les territoires ultramarins, la Guyane se distingue par un retard significatif en matière de couverture mobile. Plus de 90% de son territoire
incluant 25% de ces routes principales, restent non couverts. J'ai une question pour vous, messieurs les rapporteurs. Peut-être ne l'ai-je pas vu dans le rapport, mais qu'en est-il précisément de la couverture des 5000 zones sur lesquelles chaque opérateur s'était engagé, et ce, dans les 2 ans après le début du New Deal mobile, dans le cadre du dispositif de couverture ciblée? Dans le rapport, j'ai pu voir un tableau dénombrant des sites, mais non des zones. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus? Merci. Ah, j'étais un peu long. Messieurs le rapporteur, pour 1 minute. S'agissant de l'outre-mer, chers collègues, effectivement, on l'évoque dans notre rapport et il faudrait certainement étendre le New Deal au territoire d'outre-mer et notamment sur la Guyane, on a bien identifié aujourd'hui une couverture qui est très très faible et pour laquelle d'ailleurs l'État, je crois de mémoire, a dû prévoir une enveloppe de 10 millions d'euros pour amener un certain nombre de pylônes supplémentaires sur ce territoire. Ensuite, sur les sites, c'est vrai que dans l'engagement du New Deal, il était prévu que chaque opérateur puisse avoir 5000 antennes supplémentaires dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Aujourd'hui, on est quasiment en fait aux 5000, hein, puisqu'en fait, il reste une centaine de sites à pouvoir être mis en œuvre et à pouvoir être choisis par les équipes projets sur l'année 2025. D'ailleurs, on attend toujours la répartition par département qui devrait, je l'espère, arriver dans les jours, les semaines et pas les mois, j'espère, qui viennent. Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à 5000 alors qu'il y en avait 5000 chacun? C'est parce qu'en fait, 90% aujourd'hui des territoires couverts le sont avec les 4 opérateurs. Et donc, en fait, on a très peu, finalement, d'endroits où il y a 1 ou 2 opérateurs. Donc, on arrive là à la fin du dispositif et avec une couverture qui a quand même été fortement améliorée, vous l'avez souligné. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une suspension, le temps d'aller voter dans l'hémicycle. À de suite. Voilà.
Alors j'attends l'image. Parfait. Donc nous pouvons reprendre nos travaux. Et donc la parole est à Karim Benbrahim pour le groupe socialiste, pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Je tiens tout d'abord à excuser mon collègue Laurent Lardit, qui avait prévu de vous interroger sur ce rapport, mais qui est rentré dans sa circonscription en raison de la visite du Président de la République et du Premier ministre indien aujourd'hui à Marseille. Messieurs les rapporteurs, je souhaite partager en premier lieu votre inquiétude sur les conséquences d'un arrêt trop brutal des réseaux 2G et 3G pour les usages non téléphoniques, en particulier dans le domaine médical. La résilience de nos réseaux pour les équipements médicaux est bien entendu un impératif et nous y veillerons. Par ailleurs, alors que nous avons voté il y a quelques semaines la proposition de loi sur les pannes d'ascenseurs, l'arrêt des réseaux 2G et 3G impactera près de 300 000 matériels avec d'importantes conséquences dans la vie quotidienne des utilisateurs en cas de panne. Monsieur le rapporteur Nury, je souhaiterais savoir si vous comptez porter une proposition législative pour mettre en œuvre un report de 2 ans de l'arrêt des réseaux 2G et 3G que vous avez évoqué dans votre propos tout à l'heure. Monsieur le rapporteur, je souhaite également vous interroger sur votre vision de l'Internet par satellite. Nous en avons discuté récemment à l'occasion des débats sur la loi d'urgence pour Mayotte. Les réseaux non terrestres, tels que les constellations de satellites en orbite basse, représentent une avancée pour connecter certains territoires. Nous pourrions y voir une manière de poursuivre le développement dans les zones structurellement difficiles, sans avoir besoin, par exemple, de déroger à la loi littorale, comme certains l'évoquent. Mais aujourd'hui, les solutions en la matière ne sont pas souveraines et pas encore européennes. Aussi, je souhaiterais avoir votre position sur l'utilisation de ces constellations comme une réponse aux besoins les plus sujets à des difficultés locales. Je voudrais également dire quelques mots sur la question foncière que vous abordez utilement dans ce rapport. Elle rejoint, monsieur le rapporteur Botorel, des débats que vous avez eus avec mon groupe au moment de la loi APER sur les énergies renouvelables et sur la nécessité d'une planification, d'une transparence et d'un partage de la valeur. Comment envisagez-vous le pilotage des besoins fonciers dans le contexte du ZAN et afin de prévenir les conflits d'usage? Enfin, mon groupe est particulièrement attaché à ce que nos territoires d'outre-mer ne se retrouvent pas exclus de cette deuxième étape du New Deal que vous appelez de vos vœux dans le rapport. Quel doit être, selon vous, l'axe prioritaire en la matière pour ces territoires? Je vous remercie. Merci. Alors, la parole au rapporteur pour un peu plus, 1 minute 30, mais je serai évidemment souple. Nous ne sommes pas nombreux. Oui, avant de céder la parole à mon collègue Nury, peut-être sur quelques points. Sur la partie satellite, oui, ça fait l'objet d'un long paragraphe sur le rapport, parce que, bien évidemment, notamment les technologies basse orbite viennent bouleverser un peu les donnes et j'allais dire les arbitrages que nous avons pu rendre par le passé. Par le passé, le satellite et ses délais de latence n'étaient pas compétitifs, n'étaient même pas utilisables dans certains cas de figure, quand vous faisiez les transactions bancaires par exemple. Donc il n'était pas imaginable d'avoir une alternative à la fibre optique ou à la 5G, 4G par l'intermédiaire du satellite. C'était une bonne offre supplétive, temporaire. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avions envisagé, à la fois avec d'autres collègues que Jérôme Nury. Je pense notamment à Madame la présidente de l'ARCEP désormais, mais qui était députée en son temps et avec laquelle nous avions commis quelques rapports. Les choses changent avec le satellite basse orbite. Est-ce pour autant que le satellite basse orbite va pouvoir régler tous les problèmes, y compris ferroviaires? Pardon, mais apporter du signal sur un train qui circule à 300 km/h avec 1000 passagers à bord, parfois quand 2 trains se croisent, c'est un peu plus compliqué que de dire on va mettre du satellite qui fonctionne bien en mobilité. Je pense au maritime par exemple. L'entreprise CMA-CGM à Marseille utilise massivement les satellites basse orbite sur ses navires. Mais de là à le projeter sur des trains qui fonctionnent à très haute vitesse, ça me paraît plus complexe. Pour autant, on encourage avec mon collègue Jérôme Nury le fait que notamment certains opérateurs puissent faire des tests en fait grandeur nature pour éviter d'entendre c'est pas possible, c'est juste pas possible, juste parce qu'on l'aura jamais essayé et on peut pas se satisfaire aujourd'hui des solutions qui sont déployées. Je vais peut-être laisser Jérôme compléter sur d'autres points. Rapidement du coup. Ouais, mais... Oui, surtout peut-être par rapport à la 2G et la 3G, c'est une grande inquiétude en fait. Puisqu'en fait, on a un calendrier aujourd'hui en France qui est plutôt très accéléré par rapport à l'ensemble des pays en Europe.
où malheureusement les utilisateurs de la 2G et de la 3G ne se sont pas préparés en fait au passage à la 4G. On a aujourd'hui 2,2 millions de dispositifs qui se servent exclusivement de la 2G, et vous savez que dans quelques mois, on va commencer à avoir des fermetures de la 2G sur un certain nombre de régions. Et donc c'est pour ça que la proposition que je porte est de dire qu'il faut laisser un peu de temps en fait à ce qu'on puisse s'adapter et faire en sorte que ces outils, qui sont des outils indispensables, ne soient pas du jour au lendemain sans solution technique. Donc c'est la proposition que l'on fait. Alors, que je fais, mais pas sous forme de proposition de loi, parce qu'en fait, on est sur une proposition qui peut être réglée de manière réglementaire et non législative. Donc il appartient plutôt, à mon avis, au gouvernement de regarder ça assez vite, parce que je pense qu'on sera dans des situations qui seront catastrophiques dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Et donc, dernier orateur inscrit pour le groupe La Droite Républicaine, Vincent Rolland. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci à vous, chers collègues. Permettez-moi avant tout de saluer la qualité et la pertinence de votre travail, notamment au regard des nombreuses auditions effectuées. Cette mission d'information, vous l'aviez demandé, elle était importante car elle devait permettre aux parlementaires investis sur leur territoire de faire le bilan du New Deal mobile. Et vous l'avez dit, il est à saluer. Issu d'un accord en 2018 entre gouvernement, ARCEP, opérateurs de téléphonie mobile, il visait à généraliser une couverture mobile de qualité sur l'ensemble du territoire contre le renouvellement gratuit des fréquences qu'ils utilisaient. Pour y arriver, deux sortes d'obligations étaient demandées aux opérateurs, un objectif de couverture générale de 99,8% en 2028 pour ce qui concerne Orange, ainsi que des dispositifs ciblés pour des zones spécifiques comme les territoires de montagne, auxquels je suis particulièrement attaché. L'idée étant d'assurer la couverture de 5000 zones identifiées par les collectivités territoriales pour bénéficier d'un service voix et SMS et d'un accès mobile très haut débit 4G dans les 24 mois suivant l'arrêté. Ce qui m'amène à poser une question. Bénéficier d'une couverture quasi intégrale est une bonne chose, mais est-ce que la qualité est bien au rendez-vous ? Capter le réseau 4G ne veut pas forcément dire que l'on a tous les avantages de la 4G. Je le vois en Savoie, malgré le bon travail des équipes projet, la qualité du réseau n'est pas toujours optimale. Ne faudrait-il pas, au fond, plus que les 1500-2000 pylônes évoqués ? Idem en ce qui concerne la couverture de certains axes routiers ruraux ou de montagne qui ne répondent pas aux critères nationaux, mais qui sont pourtant des axes stratégiques. On l'a évoqué tout à l'heure, sur le report de 2 ans permettant d'assurer à nos industriels le décommissionnement de la 2G et 3G, nous en partageons l'objectif pour que cette transition s'effectue sans heurts. Sur les amenées de réseau de plus de 30 mètres, je salue évidemment cette proposition. C'est une vraie proposition de bon sens entre collectivités, équipes projet et opérateurs afin d'aller chercher les dernières zones isolées. Cette piste pourrait être une vraie suite à offrir à ce New Deal mobile. Je terminerai donc par là. Quelles sont les marges en matière de financement pour prolonger ce mécanisme ? Le retard rattrapé doit être salué, mais à la France, désormais de tirer son épingle du jeu pour développer l'attractivité numérique sur l'ensemble des territoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rolland. La parole est au rapporteur. Monsieur Nury, Monsieur Botorel. J'essaie d'être rapide pour laisser mon collègue Nury compléter, mais la Savoie, j'y étais il y a 15 jours dans votre beau pays de Savoie. Et c'est exactement, précisément. Et donc moi je veux saluer plutôt ce qu'ont fait les opérateurs en matière notamment d'intégration paysagère d'un certain nombre de leurs équipements qui sont relativement discrets, pour pas dire très discrets, et qui s'intègrent parfaitement dans les paysages. Et ensuite, comme vous, dire que bien évidemment si l'ARCEP a modifié notamment ses cartographies pour permettre d'apprécier la qualité de service qui est délivrée en indoor, outdoor, intérieur ou extérieur, il y a quand même une dépendance au bâti. Est-ce qu'on est sur une vieille ferme d'alpage avec des murs
extrêmement large, etc. Ou est-ce qu'on est plutôt sur un chalet léger de basse station? Il peut y avoir des impacts qui sont de cette nature-là. Mais évidemment, nous, on encourage à poursuivre le déploiement et la lutte contre les zones blanches, combien bien il en resterait dans les territoires montagnards. Mais la montagne a plutôt été bien servie par les équipes précédentes. Oui, moi je veux revenir sur effectivement la qualité. Et qu'est-ce que c'est que la bonne couverture? En fait, l'objectif qui était quand même assigné au New Deal, c'était notamment une bonne couverture en outdoor, donc pas à l'intérieur des maisons, et pour des SMS et pour la voix. Et que le data, lui, on le sait, beaucoup plus compliqué à assurer une bonne qualité en fait de couverture. Et donc quand on regarde un peu les chiffres de l'ARCEP, selon les territoires, il y a entre 20 et 30% aujourd'hui du territoire qui est mal couvert en termes de data. Dans les territoires ruraux, ça peut aller de 30 à 50%. Où là, pour le coup, quand on veut se servir en mobilité d'Internet, ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que là, il y a un vrai sujet. C'est satisfaisant en termes de voix et de SMS. Ça mérite d'être, pour le coup, complété. Et c'est pour ça qu'il faut des pylônes supplémentaires, pour que le data soit accessible et mieux accessible, notamment dans les territoires ruraux. Et la question qui est posée et que vous posez est essentielle, c'est quel modèle économique pour aller sur cette deuxième phase du New Deal? C'est-à-dire qu'en échange de quoi est-ce que l'État va demander des contraintes supplémentaires aux opérateurs? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour essayer de les accompagner dans ces investissements qui seront encore importants si on veut aller sur les 1500 ou 2000 pylônes supplémentaires que l'on réclame dans le rapport? Merci beaucoup, Monsieur Nury. Alors, on a terminé avec les orateurs de groupe et il y a des questions individuelles. Mélanie Thomas est inscrite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Très bien, Monsieur Gouliot. Donc, Mélanie Thomas, la parole est à vous. Pour une minute. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Merci pour votre rapport qui est passionnant. Avant d'atteindre la circonscription de Monsieur le rapporteur, cher collègue Botorel, durant l'hiver 2023-24, les réseaux télécoms ont aussi été gravement sinistrés dans ma circonscription face à un aléa climatique extrême, la tempête Ciarán. Vous abordez dans la proposition numéro 12 l'impérieuse nécessité de classer les infrastructures télécoms et les services mobiles parmi les biens essentiels. C'est effectivement un point important. Est-ce que vous avez abordé la situation de crise majeure, par exemple celle d'attaques massives sur les réseaux, auquel cas comment garantir une protection effective et prioritaire des réseaux, comment mieux intégrer ces opérateurs privés en tenant compte des contraintes des enjeux de compétitivité, mais aussi les mettre dans le soutien à cette dynamique que vous appelez de vos voeux pour des efforts de résilience de notre nation. Donc ça, c'est ma première question. Et une deuxième quand même, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les expérimentations en cours concernant les zones littorales et les dérogations qui y sont octroyées? Quelles réglementations peut-on assouplir ou modifier en priorité, notamment pour des installations d'antennes ou d'autres alternatives à ces antennes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'ai peut-être essayé répondre à la première partie sur la résilience des réseaux et notamment exposés aux différents risques climatiques ou risques cyber. En échange, c'est que les opérateurs télécoms sont des opérateurs d'importance vitale et donc doivent répondre à des niveaux de conformité qui les engagent par rapport à de la réglementation et du droit qui va d'ailleurs évoluer avec la doctrine NIS 2 qui devrait être examinée dans le cadre d'un texte de loi qui emportera plusieurs textes dont NIS 2, REG, DORA et dont j'espère que le Parlement et l'Assemblée nationale saura l'examiner avant l'été. Mais notons par ailleurs que ces réseaux font l'objet d'attaques régulières et que pour autant ces infrastructures sont résilientes. J'en veux pour preuve le déroulement des Jeux Olympiques, qui était une façon de mettre à l'épreuve ces réseaux et pour lesquels nous sortons avec un niveau d'attaque qui a été rendu public par l'ANSSI et en même temps finalement une relative neutralité par rapport aux impacts de ces attaques qui n'ont pas toutes abouti. Sur l'aspect service essentiel dans la réglementation et dans le droit, ça me paraît là aussi essentiel. Vous l'avez dit, la tempête Ciarán, oui les hôpitaux, oui l'eau potable, oui les gens qui ont des équipements de respiration, d'assistance respiratoire à domicile doivent être en priorité remis en réseau. Mais le réseau télécom aujourd'hui, s'il ne marche pas, vous ne pouvez plus faire de plein dans une station-service, vous ne pouvez plus faire des services du quotidien. Donc il est impérieux et c'est pour ça que je suis heureux que vous nous retrouviez à nos côtés pour défendre cette proposition, qui est celle de rehausser d'un cran les réseaux télécoms au rang des services essentiels de notre nation. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Gouliot.
Oui, Monsieur le Président, Vice-président et messieurs les rapporteurs, effectivement, ma question se porte sur le décommissionnement des réseaux 2G et 3G. Les opérateurs décommissionnent peu à peu leurs réseaux 2G et 3G sur leurs pylônes, car leur maintien génère un coût trop élevé par rapport à leurs usages actuels. Pour autant, de très nombreux services sont encore dépendants de ces réseaux, vous l'avez évoqué, vidéoprotection, ascenseur, téléassistance. Le rapporteur Nury propose d'octroyer un délai supplémentaire de 2 ans aux industriels pour assurer sans heurts le décommissionnement de la 2G 3G en contrepartie d'une exonération de l'IFER mobile payée par les opérateurs sur ces technologies. Et le rapporteur Botorel est contre cette mesure. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Et puis, je souhaiterais évoquer un peu plus le domaine des ascenseurs, car lorsque l'on est bloqué dans un ascenseur, dans une cabine, le téléphone mobile devient moins efficace, étant donné que les cabines d'ascenseur sont par définition des cages Faraday, et donc les réseaux qui sont encore utilisés, qui se basent sur la 2G, 3G, sont d'une importance vitale, notamment dans ce domaine-là. Les ascensoristes vont déjà souffrir avec la PPL socialiste qui prétend lutter contre les pannes d'ascenseurs, qui va compliquer et punir le travail des ascensoristes. Si en plus on leur prive d'une manière brutale des réseaux 2G et 3G, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va causer de graves problématiques, en tout cas pour la sécurité des personnes. Je vous remercie. Oui, peut-être venu le moment de clarifier la raison pour laquelle moi je ne suis pas favorable à la recommandation qu'a retenue mon collègue Nury. Il n'y a pas des gens qui sont pour les ascenseurs, il y a des gens qui sont contre les ascenseurs, et d'ailleurs il n'y a pas que les ascenseurs qui sont concernés par ces décommissionnements de G3G. Sauf que, d'abord, c'est dit aussi dans le rapport, ça n'est pas une surprise pour personne, le décommissionnement de G3G, puisque les technologies qui se succèdent, elles ont vocation à remplacer et à se substituer à ces technologies. Il y a un enjeu derrière qui est la libération de fréquences. Parce qu'on ne peut pas avoir en permanence vouloir améliorer la qualité de service, démultiplier le nombre d'infrastructures et de têtes de réseau si par ailleurs on ne libère pas des fréquences. Le sujet de la fréquence, c'est un sujet qui est avec une finitude. Et donc moi, mon arbitrage, c'est de considérer que, les industriels étaient prévenus de ce calendrier de décommissionnement qui n'est pas plus prononcé chez nous que dans d'autres pays d'Europe. Certains pays d'Europe sont d'ailleurs beaucoup plus matures, ont déjà fait la bascule, et que donc je ne vois pas la raison pour laquelle on prendrait 2 ans de retard, qui serait 2 ans de non-libération de ces fréquences qui par ailleurs pourraient être utiles. Voilà la raison pour laquelle, mais on ne s'est pas fâché, on a mené notre rapport jusqu'au bout, et nous tenons ce rapport jusqu'au bout avec Jérôme ensemble. Oui, en fait, je vais vous donner la parole pour conclure, donc vous pourrez intégrer dans la conclusion, si ça vous va. Ouais. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, sur effectivement la fin de la 2G et la 3G, il y a quand même derrière un enjeu environnemental. Parce qu'en fait, il y a une consommation d'énergie beaucoup plus importante pour les technologies 2G et 3G que pour les technologies 4G et 5G. Donc derrière, ça veut dire que les opérateurs, eux, ont plutôt intérêt à éteindre assez vite la 2G et les 3G parce qu'en fait, elle est assez consommatrice d'énergie. Donc il y a quand même un enjeu sur ce sujet. Ensuite, il y a un enjeu pour les opérateurs, c'est que derrière, ils payent de l'IFER. Donc sur une antenne qui va avoir de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G, ils payent de l'IFER sur chacune des technologies. Donc en fait, on voit bien qu'aussi, de pouvoir éteindre la 2G et la 3G va faire qu'à un moment donné, ça va les soulager financièrement. Alors, moi, je considère que comme il y a quand même derrière ces technologies une problématique de sécurité, vous l'avez dit, sur les ascenseurs, sur le maintien à domicile des personnes âgées, il faut quand même laisser aux utilisateurs le temps de s'adapter. On a d'ailleurs rencontré le regroupement des professionnels qui utilisent la 2G et la 3G qui s'appelle l'IGNES, et ils nous ont clairement dit qu'ailleurs en Europe, grosso modo, on laisse entre 6 ans et 7 ans pour pouvoir faire le switch technologique, pour arriver à ce que ces appareils puissent être connectés sur de la 4G. Ailleurs en Europe, on sait qu'on est plutôt sur une extinction de ces réseaux autour de 2030, 2032, 2033. Donc c'est pour ça que moi je propose à ce qu'on laisse un peu de temps pour cela, avec notamment l'idée de décharger les opérateurs qui, eux, voudraient arrêter le plus vite possible, notamment, je vous l'ai dit, parce qu'il y a une consommation accrue en termes d'énergie, mais aussi parce qu'il y a de l'IFER derrière, et ce qui permettrait à ces utilisateurs de pouvoir faire face et de faire en sorte qu'on ne coupe pas ces services qui sont des services vitaux pour un certain nombre de nos concitoyens.
Monsieur Nuret, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en conclusion de la présentation de ce rapport avant de donner la parole à Éric Bothorel? Alors, en conclusion, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à réellement avoir une phase numéro 2 du New Deal, parce que je pense que cette phase numéro 1 a été un vrai succès, parce qu'elle s'est appuyée vraiment sur à la fois les compétences et l'expertise locale, notamment sur le dispositif de couverture ciblée, avec ces équipes qui regroupaient à la fois les services préfectoraux, la NCT locale, les associations de maires, les conseils départementaux. Et moi, j'ai vu dans l'Orne, on a fait un travail qu'il faut souligner, qui a permis d'apporter aujourd'hui de la téléphonie mobile de manière plutôt satisfaisante sur nos territoires. Par contre, on a encore pas mal de trous dans la raquette. On l'a dit sur les itinéraires routiers, où là, il y a eu une espèce d'aberration, notamment sur le comptage des itinéraires prioritaires, où, par exemple, il faut 5000 véhicules jour, mais sur une départementale, dans mon département, j'ai des endroits où il y a 4900 et d'autres où il y en a 5090. Et donc, ça veut dire que l'obligation de couverture va s'appliquer sur quelques kilomètres, ne va pas s'appliquer ensuite sur 10 km, reviendra un peu plus loin. Donc là-dessus, je crois qu'il faut l'adapter. Puis surtout, il faudrait que ces équipes projets, au niveau local, puissent suivre le déploiement à la fois sur les axes ferroviaires et sur les axes routiers, sachant que sur les axes ferroviaires, les décomptes, et en tout cas ce que nous dit l'ARCEP, moi je trouve, me paraît très optimiste. Prenant le train, moi aussi, comme beaucoup d'entre vous, pour venir à Paris chaque semaine, je me rends compte que le Paris-Granville, qui relie la Normandie à Paris, a énormément de zones blanches. Donc je me dis que les 99 et des brouettes que trouve l'ARCEP, je ne sais pas comment est-ce que tout cela est calculé. Donc il y a du boulot sur le sujet. Et puis je pense qu'on a intérêt à aller plus loin aujourd'hui dans le déploiement, et c'est pour ça qu'on propose 1500 à 2000 pylônes supplémentaires qui sont issus de remontées qui ont été faites au niveau de la NCT, à la fois par les équipes projets sur la base d'études radio qui ont été engagées sur les 3 dernières années, également à partir de signalements des élus locaux sur le site de l'ARCEP, et qui permet de dire qu'avec 1500 ou 2000 pylônes, on améliorera encore la couverture dans les territoires ruraux en termes de voix et de SMS, mais surtout on améliorera en termes de data, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais la téléphonie mobile, c'est aussi la connexion Internet en mobilité qui est devenue essentielle en fait. Et donc on a intérêt, je crois, à trouver un modèle économique qui permet d'aller dans cette deuxième phase. Donc il faut embarquer à la fois le gouvernement, embarquer Bercy, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui ils ont un certain nombre de réticences par rapport aux fréquences futures qu'il faudra attribuer, qui pourraient être une monnaie d'échange avec les opérateurs. Mais en tout cas, moi j'appelle à ce qu'on ne perde pas de temps entre cette phase numéro 1 qui se termine et la phase numéro 2, parce que les équipes sont mobilisées sur les territoires et ça serait redoutable qu'on s'arrête pendant quelques mois sans avoir une solution pour aller un peu plus loin. Merci Monsieur Nuret. Monsieur Bothorel, quelques mots en conclusion? Oui, alors en conclusion, d'abord, si on devait faire une synthèse, se réjouir que finalement le modèle économique qui mixe à la fois une économie administrée et une économie par la compétition soit quelque chose qui fonctionne. Parce qu'en définitive, le New Deal, c'est ça. C'est l'introduction dans un modèle qui était essentiellement un modèle qui reposait sur la concurrence par les infrastructures, d'un modèle administré, en l'espèce le dispositif de couverture ciblée. Et ces équilibres-là, ils ont permis les résultats dont on fait mention dans le rapport que l'on présente aujourd'hui et qui commande que notre pays va mieux sur la couverture numérique de ses concitoyens. Ensuite, peut-être rebondir sur 2 points. Parce que ma collègue Mélanie Thomas est toujours là et on a évoqué tout à l'heure les sujets notamment de satellites. Ayons à l'esprit que les terminaux que nous avons entre nos mains, les téléphones portables, ne se connectent pas tous aux satellites. Il faut avoir les téléphones de dernière génération pour se connecter aux satellites. Et donc imaginez qu'on va substituer la présence de pylônes par le déploiement de satellites basse orbite pour servir les intérêts et les besoins de connectivité de nos utilisateurs, c'est méconnaître qu'au travers de l'usage du terminal portable, eh bien, il serait strictement limité. Et en fait, il ne pourrait pas se connecter à Internet. Tout ça ne vaut que par effectivement des connexions qui sont des connexions locales. Et enfin, sur 2G, 3G, je veux quand même quelques chiffres, parce qu'on ne va pas qu'on se laisse parfois intoxiquer par la crainte ou ce que certains redoutent, qui est légitime parce qu'il y a un risque industriel. Mais enfin, en Europe, les opérateurs ont déjà complété l'extension de réseaux 3G ou 2G dans 22 pays.
sans qu'aucune difficulté ne soit identifiée. On peut lister l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, je vous fais grâce des 22 en l'espèce. En Suède, la plupart des opérateurs n'auront plus de 2G, 3G d'ici fin 2025. En Suisse, il n'y a plus de réseau 2G et il n'y aura plus de 3G d'ici fin 2025. En Allemagne, tous les réseaux 3G sont désactivés depuis fin 2021. C'est-à-dire que quand certains nous expliquent que ça arrive violemment ici en France, et comme s'il n'y avait pas eu de calendrier, et comme s'il n'y avait pas d'articulation mondiale de ces changements technologiques, c'est juste ignorer que 2025 est une année charnière en matière de changements technologiques, et que donc il n'y a pas de raison majeure, enfin il n'y a pas de spécificité d'ascenseur plus et de risque d'ascenseur parce que nous sommes en France et qu'il n'y aurait pas dans d'autres pays, qui justifierait qu'on puisse encore une fois prendre du retard et éventuellement ne pas libérer de fréquences qui seraient disponibles pour d'autres besoins. Donc voilà, moi, ma conclusion, c'est que j'étais ravi de faire ça, enfin de commettre ce rapport aux côtés de mon collègue Jérôme Nury, d'avoir eu l'aide précieuse des administrateurs qui nous ont accompagnés pendant toutes les auditions qui ont été ouvertes, et remercier les collègues qui ont pris part aussi à ces auditions. C'est un sujet qui est éminemment technique, parfois trop technique, mais en même temps c'est des services du quotidien, on le sait bien tous et toutes, parce que quand on revient dans nos circonscriptions, s'il y a une armoire qui est en panne en fibre, on en entend parler. S'il y a une antenne qui se met de travers parce que le vent a été trop violent, ou si elle n'est plus alimentée parce qu'il y a une chute d'énergie, on en entend parler. Et donc, oui, ça me paraît essentiel et dans le quotidien des Français et des Français. Et comme j'avais dit en introduction, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle, du sommet de l'intelligence artificielle, en se concentrant uniquement sur les supercalculateurs ou les fournisseurs d'applications et en ignorant que tout ça ne vaut que si effectivement c'est largement diffusé. Je vais reboucler en disant de nouveau qu'il faut se féliciter que nous ayons une filière d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs d'industrie des télécommunications et de matériel actif des télécommunications, que nous sommes en l'espèce en capacité d'avoir cette souveraineté, cette autonomie stratégique, et que donc il faut continuer d'encourager cette filière, de soutenir cette filière, parce que à l'issue, ce qui se joue, c'est notre souveraineté et c'est la qualité des services à nos concitoyens. Donc merci à toutes et à tous. Merci, messieurs les rapporteurs. Il me reste à vous remercier pour la qualité de votre rapport et de vos travaux, et à regretter un peu avec vous un auditoire parsemé, mais les ordres du jour sont chargés parce que ce sujet concerne effectivement tout le monde et bon nombre de nos territoires qui sont mal desservis et pour lesquels les enjeux sont très importants. Il me reste à soumettre à votre approbation la publication de ce rapport, et non pas le contenu de ce rapport, mais sa publication. Est-ce que vous êtes favorable à la publication de ce rapport ? Voilà. Merci. Donc ce rapport va être publié en vous remerciant. Belle fin de journée à chacun, chacune.